Nous discutons ce jour des instabilités postérolatérales rotatoires aiguës ou plus communément appelées PLRI. Si beaucoup ne comprennent pas bien ce qu'est le PLRI, c'est parce qu'ils ont affaire à une littérature dense et très contradictoire. Et le meilleur moyen d'y voir clair, c'est de revenir au début de l'histoire quand les pionniers jetaient les bases de l'instabilité de coude pour ensuite en déduire des mécanismes lésionnels et des traitements. La revue de la littérature nous permet de revenir à ce tronc commun de l'arbre des connaissances et nous offre ainsi une perspective historique pour mieux comprendre les enjeux actuels et futurs du PLRI. L'histoire du PLRI, elle remonte au début du XXe siècle, avec d'abord les descriptions anatomiques faites au bloc opératoire ou au laboratoire d'anatomie, puis dans les années 80, dans les laboratoires de biomécanique américains et notamment celui de Morey, où on va identifier les stabilisateurs du coude. Puis à partir des années 90, des théories lésionnelles spéculatives basées sur les nouvelles connaissances acquises vont être publiées. Et enfin, grâce à l'amélioration des connaissances théoriques et à l'expérience accumulée par près d'un siècle de chirurgie du coude, de nouvelles indications de prise en charge chirurgicale vont être proposées. Mais si je devais retenir un travail de description anatomique, je choisirais celui de Gutiérrez en 1964, car ce dernier a publié une étude cadavérique remarquable consacrée à la raideur du coude dans laquelle il décrit le complexe ligamentaire collatéral médial. Il identifiera pour la première fois le faisceau antérieur, le faisceau postérieur et le faisceau transverse. Mais surtout, ce sera le premier à définir le ligament collatéral médial comme le principal stabilisateur du coude en valgus. On n'est qu'en 1964 et déjà le rôle primordial du LCM dans la stabilisation en valgus est reconnu. Mais le point originel, on le doit clairement au duo Cottrell et Osborne. Parce que ces derniers vont publier en 1966 une revue courte de patients avec des luxations de coude et ils observent que leurs patients tombent sur la main avec un coude en semi-extension et que ceci va occasionner donc une compression axiale avec une hypersupination et un valgus qui vont aboutir à un désengagement de la coronoïde et de la tête radiale. Ce mécanisme, il le nomme instabilité postérolatérale rotatoire. Nous sommes en 1966 et l'histoire du PLRI a commencé. Mais les auteurs identifient également les notches à la face postérieure du capitulum qui sont causées par la tête radiale et qui sont, selon eux, une cause d'instabilité persistante. Cette lésion ostéochondrale face postérieure de capitulum portera ensuite leur nom, la lésion d'Osborne et Cottrell. Mais les auteurs ne vont pas s'arrêter simplement à des descriptions, ils vont également proposer un traitement, le traitement des PLRI. Et ils recommandent notamment donc la suture du complexe ligamentaire collatéral latéral, ainsi que la suture du ligament collatéral médial si la suture du complexe ligamentaire collatéral latéral n'était pas suffisante. Et donc, ce qui était qu'une simple spéculation devient l'année d'après une vérité parce que Hartmann et son équipe publient ensuite des résultats excellents obtenus par la suture de LCL sur une courte série de patients avec un PLRI. Toutefois, notre compréhension moderne de la stabilité du coude, nous la devons en grande partie à un pionnier de la chirurgie du coude, le professeur Morey, et grâce à ses travaux biomécaniques. Dans un article qui est devenu une référence, il démontre notamment que la rupture du MCL entraîne un effondrement de la stabilité du coude en valgus, alors que la rupture du LCL a un impact négligeable. Morey, mais aussi Hotchkiss, vont identifier les stabilisateurs principaux du coude en valgus et donner ainsi au MCL un rôle absolument primordial. Et pourtant, en 1992, O'Driscoll, qui est l'élève du professeur Morey, va montrer que lorsque le coude est soumis à une contrainte combinée, impliquant du valgus, mais aussi et surtout une hypersupination, ainsi qu'une contrainte axiale, nous observons un PLRI avec une lésion systématique du LCUL, mais surtout une conservation potentielle du LCM. Il théorisera ce mécanisme lésionnel au travers de ce qu'il appellera le cercle d'Orilly, car il s'agit d'un cercle lésionnel partant du LCUL sur le bord latéral du coude et qui va s'étendre jusqu'au bord interne du coude avec la lésion du LCM, faisceau postérieur puis faisceau antérieur. La progression de cette lésion étant proportionnelle au niveau d'instabilité qu'elle induit, O'Driscoll proposera une gradation du PLRI allant de 1, 3B, correspondant aux différentes lésions induites. Le stade ultime 3B étant la luxation postéro-latérale du coude. Cette théorie, elle est belle, elle est très belle, peut-être même trop belle, et elle peine à convaincre encore pour ce qui est du PLRI aigu. Et 20 ans plus tard, Ryu et son équipe proposent en 2012 une théorie opposée à celle d'Odriscoll. Il décrit ce que nous avons appelé dans un article que nous avons récemment publié, le reverse circle. Les auteurs ont en fait analysé les images IRM des patients ayant eu un PLRI aigu et ont décrit la répartition des lésions au coude. Et finalement, ils ont considéré que leurs patients qui chutaient avaient
avant tout une contrainte en valgus et une contrainte axiale. Et ceci entraînait en premier lieu une rupture du LCM et des tendons épicondyliens médiaux. La supination y est décrite, mais de manière plus mineure et secondaire. Les lésions partent donc, selon les auteurs, du bord interne, avec une lésion du LCM et du tendon conjoint des épicondyliens médiaux, pour finalement atteindre le LCUL par un stripping de ce dernier lors du passage de la tête radiale sous le capitulum. Et enfin, en 2019, l'équipe de Watson amende la théorie de Ryu en proposant ce qu'on a appelé la spirale lésionnelle. Cette fois-ci, le patient va chuter sur un bras avec une très légère flexion, qu'il expose à une très forte contrainte en valgus et une très forte contrainte axiale, mais aussi à une force mineure en hypersupination. Ceci amènera donc à une rupture première du MCL, puis du LCL. Mais il décrit une poursuite du mécanisme lésionnel par un deuxième cercle concentrique partant d'une rupture des épicondyliens médiaux, puis de la capsule antérieure, des épicondyliens latéraux, et enfin pour terminer par une rupture de la capsule postérieure. Donc finalement, la spéculation théorique a eu le mérite de faire réfléchir les auteurs aux meilleurs protocoles chirurgicaux pour stabiliser ces coudes atteints de PLRI. Mais ils ont aussi ajouté beaucoup de confusion dans les esprits, et toutes ces théories ont échoué parce qu'elles n'ont jamais été confirmées par des datas empiriques. Et ceci explique pourquoi les indications chirurgicales sont si peu consensuelles aujourd'hui. Avant les années 70, le traitement conservateur était privilégié, mais il était pourvoyeur de 30% de douleurs résiduelles, 20% d'instabilité persistante en valgus et une atteinte dégénérative du coude chez près de 40% des patients à long terme. Et il va falloir attendre les années 80 pour que des analyses comparatives entre traitement chirurgical et traitement conservateur soient publiées. Et les articles les plus robustes sont attribués à Josephson. La contribution de ce chirurgien suédois dans le traitement chirurgical du coude est absolument remarquable parce qu'il produit des études prospectives comparatives, et il ressort de ses travaux une équivalence entre traitement chirurgical et traitement conservateur, avec néanmoins des pourcentages de douleur et de perte de force augmentés dans le groupe des patients opérés. Et finalement, la première indication formelle de traitement chirurgical pour les instabilités aiguës de coude, on la doit au professeur O'Driscoll. Et il recommandera la suture du LCUL lorsqu'on observe une récidive de luxation de coude entre 0 et 45 degrés sur l'arc de flexion-extension, avec un poignet en pronation, contrairement d'ailleurs à l'image que vous voyez actuellement. Il base son traitement sur sa théorie lésionnelle du cercle d'Ori, et donc O'Driscoll ne recommande la suture du MCL que s'il y a persistance de valgus malgré la suture du LCUL. Il faut reconnaître qu'aujourd'hui, le protocole conservateur reste donc le gold standard pour une majorité de patients avec un PLRI aigu. L'indication chirurgicale d'Odriscoll ne semble pas avoir modifié les résultats à long terme, avec des patients présentant des douleurs et des raideurs dans quasiment 50% des cas à plus de 7 ans d'une luxation postérolatérale, et ceci quel que soit le traitement entrepris. Alors les causes d'arthrose après PLRI, elles sont multiples, mais les travaux biomécaniques récents montrent qu'une persistance d'instabilité en valgus est pourvoyeuse d'arthrose. La persistance d'une micro-instabilité en valgus peut expliquer ces taux élevés d'arthrose chez les patients avec une macro-stabilité du coude. Dans un article publié en 2023, nous avions défini la micro-instabilité comme une instabilité infraclinique non identifiable par le testing clinique par opposition à l'instabilité macroscopique clairement identifiable par un testing en valgus ou tous les tests relevant du PLRI. Ainsi, pour les patients qui sursollicitent leur coude et qui ont des activités sportives ou professionnelles qui justifient une récupération fonctionnelle optimale, certaines équipes considèrent qu'il faut prendre en compte le haut niveau de demande fonctionnelle. Ainsi, Félix Savoie et d'autres experts de la chirurgie du coude argumentent qu'une approche plus agressive peut être bénéfique chez les patients avec une haute demande fonctionnelle. Et ceci comprend une suture ligamentaire arthroscopique. Bien entendu, l'alternative d'un mini-open pour des sutures mini-invasives des plans ligamentaires internes et externes est également envisageable. Ainsi, je recommande pour la prise en charge des PLRI d'apprécier la demande fonctionnelle du patient pour pouvoir ensuite définir le niveau de stabilité micro ou macroscopique que nous souhaitons obtenir. Pour les patients avec une haute demande fonctionnelle, typiquement le jeune sportif, alors le premier temps est l'appréciation de l'instabilité par la reproduction du PLRI, quel que soit le degré de flexion-extension, nous ne retournons pas l'indication d'Odriscoll, mais aussi par un test en valgus sous fluoroscopie. Et bien entendu, ce test doit être réalisé au bloc opératoire. En cas de coude instable, la suture systématique des deux plans ligamentaires, LCM
et LCL, ainsi éventuellement de la capsule antérieure, seront nécessaires pour obtenir une micro-stabilité du coude. Si le patient est stable, alors nous recommanderons la réalisation d'une IRM. Et un traitement fonctionnel sans immobilisation sera donc recommandé en cas de normalité des images IRM. Mais si des lésions ligamentaires sont objectivables à l'IRM, alors un traitement par plicature et plus ou moins suture devra donc être réalisé par arthroscopie ou en mini-open afin d'éviter cette micro-instabilité résiduelle. Ensuite, pour ce qui est des patients avec une demande fonctionnelle modérée, typiquement le patient de 50 ans sans comorbidité, on appréciera le niveau de stabilité du coude exactement de la même façon que pour les patients avec une haute demande fonctionnelle. Et ainsi, pour les patients stables, un traitement fonctionnel peut alors être réalisé. L'immobilisation avisantagique doit être réalisée pendant une durée de 2 à 3 jours avec glaçage, suivi derrière d'un travail de kinésithérapie, qui doit être intense, précoce et quotidien, avec des mobilisations activo-passives et un étirement progressif musculaire. Attention, tout ce qui est mouvement combiné d'hypersupination-extension, ça doit être évité parce que ça reproduit le mécanisme de PLRI. Attention également au mouvement combiné d'extension-pronation si vous avez un hématome sur le bord interne du coude, car en cas de lésion du LCM ou de suspicion de lésion du LCM, le mécanisme de pronation-extension va surdistendre ce ligament et causer potentiellement des instabilités micro ou macro à distance en valgus. En cas d'absence de lésion du LCM, vous pouvez mettre votre patient en position neutre ou en hypersupination pour réaliser la flexion-extension de coude. L'hypersupination permettra de verrouiller l'articulation radiocapitulaire et préviendra le risque de PLRI à court terme. Je contre-indique également les manœuvres d'antéflexion et d'abduction de l'épaule pendant une durée de 3 à 6 semaines, car ces mouvements mettent à distance le coude du tronc et entraîne un accroissement des contraintes en varus gravitationnelles. Ceci peut entraîner des instabilités en varus à moyen long terme. En cas de doute sur la stabilité du coude, parce que cette vision dichotomique stable-instable ne reflète pas toujours les réalités empiriques de notre expérience personnelle, et donc en cas de doute, vous pouvez mettre une attelle articulée et la prescrire pendant une durée allant de 3 à 6 semaines. Et pour ce qui est des patients instables, je recommande la suture du LCUL, qui normalement est suffisante pour assurer une stabilité macroscopique. J'y associe systématiquement une plicature de la capsule postérolatéral pour prévenir les récidives à court terme de PLRI. Nous réservons la suture du MCL en cas de persistance d'instabilité en valgus malgré la suture du LCL. Cette décision donc doit être prise en pair-opératoire. Et finalement, pour les patients avec une faible demande fonctionnelle, le traitement conservateur doit être privilégié. Josephson avait montré de bons résultats avec ce traitement et la durée d'immobilisation doit être adaptée aux comorbidités du patient, mais ne doit pas excéder 6 semaines. Alors pour conclure, le PLRI, c'est principalement 4 théories lésionnelles à connaître, et donc la prise en charge des patients avec un PLRI aigu nécessite que nous évaluons leur niveau de demande fonctionnelle ainsi que leur instabilité par un testing simple afin de définir le niveau de stabilité souhaité, à savoir macro ou micro-instabilité. Finalement, une prise en charge moderne du PLRI, c'est surtout savoir définir la technique chirurgicale en préopératoire. Si vous souhaitez améliorer votre efficience au bloc opératoire et avoir des prises en charge reproductibles, alors il faudra réduire autant que faire se peut les décisions à prendre en pair-opératoire, et surtout lorsqu'il s'agit de l'instabilité de coude. Merci pour votre attention.